Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session collective de réparation organisée par Spareka et par le ministère de la Transition écologique et l'ADEME. Cet atelier aujourd'hui a pour but de vous apprendre gratuitement à réparer. Donc aujourd'hui, contrairement à la dernière fois, on va se concentrer vraiment sur vos lave-vaisselle et vos lave-linges en panne. Donc ça y est, vous êtes de plus en plus nombreux, là vous êtes 94 à nous avoir rejoints. On espère qu'on sera de plus en plus et on va faire aujourd'hui le maximum pour vous aider dans votre auto-réparation. Je vais vous expliquer rapidement comment ça va se dérouler. Comme ça, vous allez pouvoir poser dès maintenant toutes vos questions. Alors, sur le côté, vous voyez plusieurs onglets. Tout d'abord, vos micros et vos caméras sont automatiquement désactivés. Vous pouvez vous exprimer seulement à l'écrit. Donc, vous avez l'onglet questions. C'est le plus important. Sur cet onglet-là, vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions techniques. Il faut simplement préciser dans la même question le symptôme de panne et si c'est sur un lave-linge ou si c'est sur un lave-vaisselle. Vous pouvez commencer à nous écrire dès maintenant. Je vois que Étienne, vous devez le voir aussi, met plein de questions. En fait, c'est les questions qui nous ont été posées en amont via un questionnaire que je vous ai transmis. Donc là, on a plein de questions qui commencent à s'afficher. Et du coup, le plus intéressant, c'est qu'une fois qu'il y aura quelques questions posées, le mieux, c'est que vous pourrez voter. Donc, en fait, avec le petit triangle que vous avez à côté de la question, vous pouvez voter sur les questions qui vous semblent les plus pertinentes, les plus intéressantes, les questions qui ressemblent aux vôtres. Et elles vont monter dans notre ordre de choix. Et nous, on va les sélectionner par popularité. Donc, voter vraiment, c'est important pour les questions que vous préférez. Et toujours sur la droite, vous avez un onglet chat. Et celui-ci aussi est important. En fait, nous, on va vous parler, c'est Étienne qui va vous parler à travers cet onglet. Il va vous donner des liens vers des tutos en lien avec les sujets qu'on aborde. Il va vous envoyer des schémas techniques d'appareils, des documents techniques, des petites vidéos ou d'autres informations. Bon, je vois déjà plein de questions qui arrivent. C'est nickel. On va commencer à répondre dans 3 minutes. Du coup, avant de commencer, je voudrais vous parler de notre démarche. En gros, nous, chez Spareka, notre mission, c'est d'aider le consommateur, de vous aider, en fait, tout le monde, vous, moi, nous tous, c'est qu'on puisse réparer nous-mêmes nos appareils. Donc, on fait ça pour 3 choses. Il y a 3 avantages à l'autoréparation. D'une part, c'est économiser de l'argent, parce que c'est toujours 3 fois moins cher de réparer soi-même plutôt que de faire réparer. Ensuite, c'est un geste écologique de ne pas remplacer son appareil. En fait, ça nous permet de ne pas lancer la production d'un nouvel appareil. Donc, vous gardez le vôtre, vous le réparez. Ça allonge la durée de son produit. En fait, ça évite des tonnes et des tonnes de déchets. Et le troisième avantage, c'est qu'en fait, vous développez de nouvelles compétences. Vous êtes des personnes de plus en plus indépendantes et ça permet en fait aux consommateurs et aux citoyens de reprendre le pouvoir et de pouvoir prendre ses propres décisions, d'ouvrir son appareil et de le réparer. Donc, c'est une lutte contre l'obsolescence programmée et aussi comme une émancipation, en fait. Voilà, donc nous, ça, c'est notre mission. Aujourd'hui, on évite avec vous, on évite avec nos clients quotidiens environ 4000 tonnes de déchets par an. Donc, c'est énorme, on en est très fiers, on est très fiers de vous. Et du coup, aujourd'hui, on représente Spareka et on représente aussi le ministère de la Transition écologique et l'ADEME. Et notre partenariat réside dans la sensibilisation. Donc, notre but, c'est de vous sensibiliser à l'allongement de la durée de vie de vos produits. Cet atelier, par exemple, fait partie de la campagne Longue vie aux objets. Je vous en parlerai plus en détail un peu plus tard dans le webinaire. Du coup, c'est pour vous faire comprendre qu'en fait, nos objets n'ont pas qu'un seul avenir. Nos objets ont plein d'avenirs. On peut les revendre, on peut les réparer, on peut se les échanger, on peut les donner. Et voilà, c'est ce qui est important. Sur ce qui nous concerne, donc aujourd'hui, on est 4. Il y a Étienne que vous ne voyez pas parce qu'il n'a pas sa caméra, mais il est bien présent. Du coup, il va interagir avec vous sur le chat et dans les questions. Il y a aujourd'hui Cyril. Donc, bonjour à tous.
voilà, qui est notre expert technique et qui va répondre en 1 minute 30. On va essayer en 1 minute 30 à toutes vos questions. Et puis, on a Cyril qui est bien caché, mais qui, Kevin. quand vous voyez, donc on a, pardon, Kevin. Kevin qui est bien caché. Non, il n'y a pas de Cyril. Voilà, c'est Kevin avec les lave-linges et les lave-vaisselle. Et lui, en fait, il va vous montrer des éléments, donc pompe de vidange, résistance. On va tout comprendre parce qu'il saura nous guider vers la base détachée. Voilà, donc, et moi je suis là aujourd'hui, je m'appelle Ophélie et je suis là pour animer cette session. Donc, on est ensemble pour à peu près 1 heure. Et un dernier truc que je vais vous dire avant qu'on commence, c'est qu'il y a 16 000 pannes par jour en France. Donc, 16 000 familles qui se posent la question de comment réparer. Et qu'aujourd'hui, on est vraiment là pour avancer avec vous dans cette démarche, vous encourager, vous accompagner. Voilà, donc c'est parti. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions directement à Cyril. Je les sélectionne, on va les voir apparaître à l'écran. Et ensuite, n'oubliez pas de voter pour vos questions préférées. Alors, c'est parti. Cyril, est-ce que tu es prêt pour ta première question? Moi, c'est bon, je suis prêt. C'est parti. Ok. Écoute. On va sélectionner celle-ci. Alors, ici, on a une panne imminente. Donc, apparemment, un écran de lave-vaisselle qui ne s'éclaire plus. Après un certain temps, il ne s'allume plus. Donc, la personne ne peut pas lancer la programmation. Est-ce que tu as une idée de ce qui a pu se passer? Déjà, un appareil qui ne s'allume plus, il faut vérifier s'il est bien alimenté électriquement. Donc, moi, la première chose que je lui conseillerais, c'est de vérifier tout simplement sa prise de courant et d'essayer sur une autre prise. Ça paraît bête, mais c'est la première chose que moi, je ferais. Et après, donc, s'il a vérifié sa prise de courant, comme Kevin est en train de vous montrer, il faudra en fait suivre le cheminement du courant. Donc, le mieux pour trouver cette panne, il faudra bien sûr vous équiper d'un appareil de mesure, un multimètre que Kevin va vous montrer, qui vous permettra en fait de suivre en fait où arrive le courant. Donc, en France, on fonctionne avec du 230 volts. Il faudra vérifier si on a bien le 230 volts qui arrive donc à l'intérieur de l'appareil. Et généralement, donc son affichage va être lui aussi alimenté. Donc, il faudra vérifier s'il est bien alimenté en tension. Et donc, s'il est alimenté et qu'il ne s'allume pas, il y a de fortes chances que ce soit l'affichage qui est défectueux. Après, ça peut être aussi un problème de connecteur où il peut être mal branché, déconnecté. Voilà, là, il faut ouvrir l'appareil, il n'y a pas de choix. Voilà. Ok. Sachant qu'un multimètre, on a un tuto super chouette à la fois sur le site de l'ADEME, Longue vie aux objets. Je suis sûre que ce tuto est sur ce site-là. Et on a aussi sur notre chaîne YouTube ce tuto pour expliquer comment fonctionne un multimètre. C'est pas très compliqué. Ok, très bien. Merci Cyril. Deuxième question. C'est une question de Naiko qui nous a été posée en amont du webinaire. Alors, Naiko, il recherche une vue éclatée pour pouvoir connaître les pièces détachées et pouvoir éventuellement les commander. Est-ce que, Cyril, tu sais où il y a des sites où on peut trouver des pièces? Est-ce que tu sais s'il y a des sites pour trouver les pièces? Bon, question facile. Les sites où on peut trouver des pièces, oui, je connais un très bon site pour ça. Après, en fait, s'il veut une vue éclatée, nous, on peut éventuellement lui fournir un aperçu de la vue éclatée de son appareil pour qu'il puisse choisir sa pièce. Après, il existe des appareils sur lesquels on n'aura pas de vue éclatée parce que le fabricant ne fournit pas ou c'est pas disponible. Mais après, il peut passer directement par nous pour nous demander une vue éclatée. On peut C'est vrai qu'on a une base de données assez énorme en termes de documentation technique. Du coup, j'encourage cette personne à nous écrire soit via les réseaux sociaux, soit sur le forum. On a un forum de bricolage qui s'appelle l'atelier de Spareka, sur lequel en fait on envoie tous les schémas techniques nécessaires, voilà, pour réparer. Donc n'hésitez pas à nous écrire via le forum. Alors, une question de Sylvain.
Quelles précautions et entretiens réalisés au cours de la vie d'un lave-linge et d'un lave-vaisselle pour le faire durer le plus longtemps? Alors, est-ce que je peux te couper? Est-ce que Vas-y. tu nous en veux si on répond à cette question dans 10 minutes? En fait, je vais moi aborder des petits conseils d'entretien. Donc, si Sylvain veut bien rester avec nous quelques minutes plus, Sylvain, on va te répondre un peu après. Privilégions les questions un peu techniques pour notre Cyril. Alors, mon lave-vaisselle fonctionne bien, mais son cycle se fait normalement, mais la vaisselle ne ressort pas très nette ni très sèche. Alors ça, on est sur un problème de résultats de lavage. Ok. Alors les résultats de lavage, c'est souvent plusieurs facteurs, hein. Bon, après, la première des choses à faire, bien sûr, dans un lave-vaisselle, ça va être déjà de voir si le filtre au fond de la cuve est propre. Ok. Donc là, Kevin va vous montrer. Donc le filtre de cuve, il se trouve généralement sous le premier drap de lavage, hein, que vous allez voir. Ok. Donc ça, il faut le nettoyer. Idéalement, il faudrait le nettoyer après chaque lavage en lave-vaisselle. Ouais. On peut passer sous l'eau, le brosser. Ensuite, il faudra vérifier aussi les bras de lavage. Donc, les bras de lavage vont permettre en fait d'envoyer de l'eau sous pression sur la vaisselle et donc sur vos verres. Et donc, il faudra contrôler, voilà, comme le fait Kevin, quand vous démarrez un cycle, il faut les faire tourner pour voir s'ils ne sont pas bloqués par une assiette ou par un grand verre. Okay. Et ils sont également démontables, ces bras. Ils sont démontables. Hein, donc, il suffit de tirer dessus pour le bras du bas. Le bras du milieu se démonte aussi. Enfin bref, tout se démonte. Il faudra contrôler, comme vous montre Kevin là, les trous en fait qui sont sur le bras de lavage. Car si ils sont bouchés, il ne va pas tourner. Le bras ne va pas tourner. Hein, donc, parce que c'est grâce à l'inclinaison en fait, des trous que vous avez sur le bras qui permet donc sa rotation. Donc, si les trous sont bouchés, le bras ne tourne pas, donc on aura une efficacité de lavage qui sera amoindrie. Donc, il faudra, ça c'est la première chose à faire, assez facile que l'on peut faire. D'accord. Après, donc, il faudra vérifier tout simplement si le programme est bien adapté à la salissure de la vaisselle qu'on va mettre à l'intérieur. Hein. Vous avez plein de programmes. Hein. Donc, bien sûr, un programme court ne va pas avoir la même efficacité qu'un programme intensif. Donc, ça, c'est à prendre en compte également. Okay. Après, il faudra bien sûr vérifier que l'appareil est bien réglé. La vaisselle, ça se règle. Il faut le régler en fonction de la dureté de l'eau. Également, il faut régler la distribution du produit de rinçage. Ça, je vous conseille de regarder au niveau de votre mode d'emploi qui vous explique comment faire ce réglage. D'accord. Pour les résultats de lavage, la base, c'est ça. C'est ce qu'il faut vérifier en premier avant de commencer à vouloir tout démonter et tout mettre en pièces. C'est la première des choses à faire. Ça va être vraiment de l'entretien, du réglage. Et après, si ça persiste, on pourra approfondir. Mais déjà, il faut commencer par ça. Ok. Bon, bah génial. Ça fait déjà pas mal de choses à vérifier avant d'avoir à changer une pièce. Donc, comme quoi, l'entretien de l'appareil, c'est très important. Il y a étape par étape. Ouais. Voilà. Ok, génial. Alors, j'ai une question de Flo qui nous demande mon lave-vaisselle fait son premier cycle de lavage, mais ne fait pas son deuxième cycle de vidange et de rinçage. D'accord, donc ça veut dire que si je comprends bien, d'après ce qui est marqué dans le descriptif, en fait, c'est qu'il ne vidange pas. Donc, il fait son premier cycle de lavage, il ne fait pas son cycle de rinçage et de séchage. J'imagine que selon l'appareil, il a un problème peut-être de vidange de cuve. Donc là, il y a plusieurs solutions. Donc, vous avez certains lave-vaisselle où on peut accéder à la pompe de vidange à l'intérieur de la cuve. Ok. Un petit clapet, un petit accès qui permet de vérifier la pompe de vidange pour voir si elle n'est pas bloquée. Après, si c'est bien un problème de vidange là qu'elle est en train de décrire, hein, parce que c'est pas très très précis, mais il faudra effectivement contrôler la pompe de vidange que Kevin est en train de vous montrer, qui est ici. Ouais. C'est une pompe avec une petite turbine qui permet d'évacuer l'eau au premier rinçage notamment. Et donc voilà, c'est cette pompe-là qu'il faudra vérifier. On a des tutos qui expliquent justement comment la tester, comment la remplacer. Et voilà, donc, encore une fois, si vraiment on est sur un problème de vidange, c'est ce qu'il faut faire en tout cas.
Ok. Et puis, pour diagnostiquer de nouveau et être sûr que c'est bien la pompe de vidange, on peut proposer à Flo d'aller sur le chatbot. Ouais. C'est des diagnostics de panne qui sont gratuits, en fait, que nous avons construits et qui se trouvent sur le site Longue Vie aux Objets. C'est donc un site du ministère et un site de l'ADEME. C'est très facile, c'est un outil de diagnostic gratuit. Vous rentrez la référence de votre produit, donc la référence du lave-vaisselle, du lave-linge, du four, et puis vous allez suivre des questions. Et là, typiquement, dans ce problème-là, Flo, si tu veux vérifier que c'est bien une pompe de vidange, bah, on t'encourage à aller checker sur ces diagnostics de panne gratuits. Voilà, qu'il faudrait qu'elle observe aussi s'il n'y a pas un message d'erreur qui est inscrit quand il s'arrête. Ouais. Un appareil qui s'arrête comme ça, généralement, c'est parce qu'il y a un souci, il doit y avoir peut-être un message d'erreur qui s'affiche, peut-être une diode qui clignote qui indique un défaut, ou peut-être une lettre avec un chiffre qui peut vouloir dire que l'appareil a détecté une anomalie. C'est vrai que ce serait un bon indice aussi. Il faut regarder ça aussi. Ok. Allez, question suivante. Alors, Paul, je viens de remplacer la pompe, l'élément de chauffe de mon lave-vaisselle. C'est un lave-vaisselle Siemens. Ouais. Maintenant, il y a un problème avec l'arrivée d'eau. C'est pas de chance. Alors là, moi, si c'est juste un problème d'arrivée d'eau, il y a peut-être un autre problème qui est venu se greffer à son problème initial. Ça peut arriver. Parce que là, l'élément qui a changé, en fait, donc c'est une pompe voilà, donc, on est en train de vous montrer. Donc, une pompe de circulation, c'est une pompe de circulation. Donc, la pompe de circulation, elle permet en fait de faire circuler l'eau dans les bras de lavage et de d'envoyer de l'eau sous pression dans les bras de lavage pour les faire tourner. Donc, c'est un peu comme la pompe de vidange, mais en plus gros et plus puissant. Donc, il a changé cette pompe-là. Et donc, maintenant, s'il a un problème d'arrivée d'eau, pour moi, ce n'est pas forcément lié. Donc, ce qui amène l'eau dans le lave-vaisselle, ça va être donc les électrovannes. Mm-hmm. Je vais vous montrer l'électrovanne qui est notre parfait, voilà, qui est ici. Donc, ça va permettre de faire rentrer l'eau dans le lave-vaisselle. Donc, c'est l'élément qu'il faudra contrôler en premier. Et ça, donc, on a aussi des vidéos qui vous expliquent comment tester votre électrovanne. Et également aussi tout simplement le robinet d'arrivée d'eau. Hein. Il faudra aussi le contrôler, c'est un basique. C'est basique, mais des fois, ça cache des choses. Ouais. Voilà, et puis il peut aussi avoir un lave-vaisselle qui sera équipé non pas d'une électrovanne comme ça, mais d'un aquastop. Hein. C'est donc une espèce de boîtier en fait, qui va être branché directement sur le robinet qui fait partie du lave-vaisselle. Ça va peut-être être un petit peu différent. Donc, il faudra le contrôler aussi. Voilà, il faudra contrôler ces éléments-là, si c'est un problème d'arrivée d'eau. Ok. Assez clair. Bon. Alors, question de Hub. Alors, l'essorage de mon lave-linge. Enfin, une question sur le lave-linge. Ah. L'essorage de mon lave-linge ne se fait pas tout le temps. Le tambour ne Ah mince, je l'ai perdu. L'essorage ne se fait pas tout le temps. Alors, ouais, l'essorage ne se fait pas. L'essorage de mon tambour ne se fait pas tout le temps. Le tambour ne prend pas les tours et tourne à une vitesse trop lente pour évacuer l'eau. Alors, déjà, il faut vérifier au niveau de la charge. Au niveau de la charge, s'il ne met pas trop d'affaires à l'intérieur, parce que vous avez des lave-linges, si c'est un lave-linge assez récent, il peut y avoir une détection donc, de balourd. Donc, le balourd, c'est quand le lave-linge n'est pas bien équilibré en fait, dans le tambour. Et du coup, ce qui va arriver, l'appareil va se mettre en sécurité, vous allez stocker au minimum. Et du coup, ça va, par exemple, essorer, si vous avez choisi 1600 tours, ça va essorer à 400 tours. Donc, ce sera bien sûr moins d'essorage, ce sera moins efficace. Donc, première chose à faire, c'est vérifier la charge de linge. Après, directement, quand vous avez un problème d'essorage, je conseille fortement de vérifier votre filtre de vidange. Parce que si l'eau n'est pas suffisamment évacuée, le tambour en fait l'essorage ne va pas partir. Hein. C'est une sécurité. Donc, s'il y a encore du niveau d'eau en fait dans la cuve, l'essorage ne va même pas se réaliser. Donc, il faudra vérifier le filtre comme le fait Kevin, voilà, et vérifier qu'il n'y ait pas des corps étrangers à l'intérieur.
sur certains donc lave-linge, vous allez pouvoir glisser votre main à l'intérieur et même apercevoir une espèce de petite turbine qui est la pompe de vidange, qui permet d'évacuer l'eau. Vous vérifiez qu'elle ne soit pas bloquée et qu'elle évacue bien l'eau. Voilà, une fois qu'après on a fait ces éléments-là, ça peut être, on peut aussi avoir un problème éventuellement c'est un problème de moteur ou de carte électronique. Il faut déjà contrôler les problèmes de vidange. C'est récurrent sur un problème d'essorage, c'est le problème de vidange. Ok. Donc, bien gérer sa charge quand on charge son lave-linge avant de le faire tourner et vérifier la pompe de vidange. C'est des préconisations assez faciles. L'essentiel étant de bien reboucher le bouchon de la pompe de vidange. Je sais de quoi je parle. Et une fois qu'il est bien rebouché, vous pouvez refaire tourner votre lave-linge. Ok, merci beaucoup Cyril pour cette réponse. J'ai une question de Yann. Du coup, sur mon lave-linge, il reste de l'eau dans le bac pour mettre la lessive après le lavage. Ah ouais, moi aussi, ça m'arrive de temps en temps. Et est-ce que c'est normal en fait, qu'on se retrouve avec de l'eau dans le bac? Alors, non, c'est pas normal. Donc là, la première chose que je ferai, moi, c'est que je vérifierai au niveau du robinet d'arrivée d'eau. Ok. Donc, il faut vérifier déjà qu'il est bien ouvert, qu'on a une bonne pression d'entrée d'eau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement fermer son robinet, ouvrir le tuyau d'arrivée d'eau et ouvrir le robinet à fond dans un seau pour voir si la pression d'eau est suffisante. Parce que ce qui va permettre d'entraîner la lessive, ça va être donc la pression de l'eau qui va traverser donc la boîte à produits. Donc, l'eau va arriver dans la boîte à produits. Ça va faire un jet d'eau relativement puissant qui va permettre l'entraînement en fait du produit lessiviel, de la poudre ou de la lessive liquide. Et donc, si on a une mauvaise pression, le produit lessiviel ne va pas bien s'évacuer. D'accord. Après, une fois qu'on a vérifié ça, il faudra aussi, ça peut être aussi un problème d'électrobahn. Ok. Donc, ce qui amène l'eau dans l'appareil, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est comme un robinet électrique. Quand c'est au repos, c'est fermé. Quand elle est alimentée, ça va s'ouvrir, l'eau va passer. Ouais. Une fois qu'on a vérifié ça, après, il faudra vérifier donc au niveau de la boîte à produits, surtout la partie supérieure de la boîte à produits, non pas le tiroir, mais la boîte à produits que l'on peut retirer comme ceci. Voilà. Ok. Et en fait, dessous, vous allez avoir plein de petits trous. Ouais. Ces petits trous-là, s'ils sont obstrués, qui sont bouchés, ça arrive très souvent, en fait, les jets ne vont pas être francs et ça ne va pas bien entraîner la lessive. Donc là, vous pouvez, bien sûr, en ayant débranché l'appareil avant, passer un petit coup d'éponge ou de brosse à dents pour bien nettoyer en fait tous les trous qui sont ici. Après, s'ils sont vraiment très très obstrués par le calcaire, des fois, il peut être nécessaire de remplacer la pièce. Ça arrive. Ok. Très clair. Je le ferai à la maison parce que j'ai ce problème. Yann de me poser cette question. Est-ce que tu veux faire une pause ou une dernière petite? Allez, c'est parti. Une dernière question. Une question de Stéphane. Je souhaite savoir comment tester un programmateur électronique. Et où trouver le schéma associé. Donc déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un programmateur électronique parce que un programmateur électronique, alors programmateur mécanique, il faudrait de toute façon, il faut le schéma, dans tous les cas, il faut le schéma de l'appareil pour savoir où prendre les tensions, qu'est-ce qu'on doit prendre comme tension. C'est ça un programmateur, ok. Dans les deux cas, là, il faut le schéma de l'appareil avec les valeurs de tension, les sorties, les entrées, et le tester, puis il faut un multimètre, bien sûr. Okay. Mais sans ça, on ne pourra pas, en fait. Il faut vraiment le schéma de principe du programmateur à tester. Donc, que l'on peut lui fournir si c'est disponible. Si le constructeur nous fournit la doc, on peut éventuellement l'aider comme ça. Okay. Mais, voilà, il faut de la documentation technique, en tous les cas. Ouais. Ok, alors Stéphane, ce que je te propose de faire, écris-nous soit sur le forum, l'atelier de Spareka, soit sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur LinkedIn. Et puis, en fonction de la référence de ton appareil, on cherchera le schéma et on t'envoie ça si on l'a dans notre base. Bon, pour laisser Cyril respirer 2 minutes, à moi de vous donner des petits conseils. Bon, réparer, c'est une chose, c'est très important. Lorsqu'il y a une panne, c'est très important de réparer. Il y a une deuxième chose qui est importante pour essayer de repousser le moment de la panne, c'est l'entretien.
qu'il y a 50% des pannes qui arrivent à cause de problèmes d'entretien parce qu'on ne sait pas tous comment faire. Donc, ça nous a paru intéressant de vous donner quelques conseils. C'est une session qui est sur le lave-linge et le lave-vaisselle, mais je vais aussi vous donner des conseils sur d'autres appareils parce que quand on aime, on ne compte pas. Alors, du coup, au niveau des lave-linges, les meilleurs conseils d'entretien que je puisse vous donner, c'est premièrement, tu me dis Cyril si je dis des bêtises, mais premièrement, je vous préconise de faire un détartrage complet. Donc, un détartrage, on peut le faire, nous, on préconise de le faire au vinaigre blanc, c'est quelque chose qui est écologique, un produit chimique qui va se répandre dans nos rivières, dans nos fleuves, dans nos mers. Donc, le vinaigre, c'est une bonne solution et surtout, c'est pas très cher. Vous pouvez le trouver à la fois en grande surface, à la fois sur Internet. Donc, un détartrage complet. On a plein de tutos sur notre chaîne YouTube pour vous apprendre, vous expliquer comment faire les détartrages de machines à laver. Ensuite, il faut faire le nettoyage du filtre de vidange. Donc, Kevin, tu peux nous montrer où est le filtre de vidange sur une machine à laver? Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est intéressant de faire le nettoyage du filtre. Et ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner sur le lave-linge, c'est bien faire le nettoyage du bac à produits. Et ce bac à produits, vous pouvez le faire tremper dans du vinaigre blanc, tout simplement, et le frotter et puis le remettre à sa place. Ensuite, sur le lave-vaisselle, comme sur le lave-linge, je vous conseillerais de faire un détartrage complet. On a aussi plein de tutos sur notre chaîne. Je vous conseillerais de nettoyer le joint de bas de porte et aussi le joint du bras de lavage. C'est deux joints qui sont très importants pour la fonction, pour la bonne étanchéité et la bonne fonctionnalité de votre appareil. Et puis, il faut aussi ne pas oublier de faire des programmes à haute chaleur qui permettent de décrasser l'appareil et de vraiment le nettoyer aussi en profondeur. Quelques petits conseils sur votre four. N'oubliez pas de faire des pyrolyses régulièrement. Nettoyez bien votre vitre et aussi les contours en fait de la porte de votre four. C'est important parce que sinon ça s'encrasse, ça devient de plus en plus difficile à nettoyer. Et il faut aussi faire un nettoyage régulier des grilles, des plats, des lèche-frites, enfin tout ce qui va à l'intérieur et qui va du coup vous assurer une bonne hygiène de votre four. Et ça évite aussi d'avoir des mauvaises odeurs, de la fumée, des dépôts de graisse, etc. Voilà. Et dernier conseil pour la machine à café, il faut la détartrer aussi au vinaigre blanc. Donc ça, on l'explique dans un tuto, comment diluer le vinaigre pour pas que ça puisse agresser les joints et du coup pour détartrer votre machine à laver. Donc vous la faites tourner avec votre machine à café, pardon, vous la faites tourner avec du vinaigre blanc. Vous pouvez aussi nettoyer les accessoires, donc le porte-dosette, la grille, le bac de récupération. Tout ça, il ne faut pas oublier de les nettoyer régulièrement. Et il y a aussi pour les machines à percolateur, c'est important de bien nettoyer cette partie-là pour être sûr que ça n'abîme pas les joints, en fait, parce que le café, c'est une matière abrasive. Voilà. Donc, tous ces conseils-là, vous pouvez les retrouver sur le site longuevieauxobjets.gouv.fr. C'est le site de l'ADEME. Et encore une fois, cette session fait partie de la campagne de l'ADEME et du ministère Longue vie aux objets. Voilà pourquoi c'est important. Sur ce site, en fait, vous avez l'annuaire des réparateurs, vous avez nos diagnostics de panne gratuits, vous avez la cartographie de toutes nos étapes de Repair Tour de France. Enfin, vous avez plein de choses intéressantes. Voilà. Cyril, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt toujours. Ok. Super. Eh bien, si tout le monde est prêt, alors on repart dans une petite série de questions. Allez, on y va. Alors, on a une question de Pierre-Aurélien. Comment contrôler l'aquastop? Alors, l'aquastop, que ce soit sur un lave-linge ou un lave-vaisselle, déjà, on va expliquer ce que c'est un aquastop. En fait, un aquastop, c'est un ensemble. Bon, je ne sais pas si on en a un ici, malheureusement, on n'en a pas. Mais en fait, un aquastop, c'est un élément de sécurité qui comprend donc une électrovanne, un tuyau et donc un branchement avec un fil électrique qui est dans le tuyau, qui permet donc la coupure des vannes d'eau si l'appareil se met en sécurité. Donc, un aquastop, ça va pouvoir se tester
directement dans l'appareil. Il faudra mesurer en fait au niveau des fils électriques, voilà, comme ceci, avec un multimètre. Donc un aquastop, en fin de compte, c'est ce qui, je pense qu'il veut tester, c'est plutôt les vannes qui sont dans l'aquastop. Donc c'est comme une électrovanne. Donc Ok. si on est sur un aquastop, on peut avoir un aquastop qui a deux vannes ou une vanne selon le modèle. Mais généralement, donc, on va avoir une valeur qui va se situer entre 1 et 5 kilo-ohms. Donc, il faudra se mettre sur le calibre 20K, Ok. voilà, et se mettre directement aux bornes du connecteur que l'on aura trouvé à l'intérieur du lave-vaisselle. Donc, en fait, vous allez avoir le tuyau et les deux fils qui vont sortir. Il faudra se prendre en fait, au niveau du connecteur pour voir si on a bien déjà une bonne valeur, pour voir s'il est trouvable, enfin, si la n'est pas coupée. Voilà. Après, s'il va aller plus loin en fait dans la recherche de panne, ce qu'on peut faire en fait, c'est comme vous avez donc vous avez de l'eau en fait qui va circuler à travers l'aquastop. Il faudra le débrancher au niveau de la partie hydraulique et le mettre dans un récipient et alimenter l'aquastop et voir si on a la bonne quantité d'eau qui sort de l'aquastop. Généralement, vous avez la quantité d'eau qui va être marquée en litres par minute sur l'aquastop. Il faudra calculer si l'eau sort bien de cette vanne-là. Voilà. C'est vrai que là, parler comme ça, c'est un peu dommage qu'on n'en ait pas, mais on fera une vidéo promis là-dessus pour vous expliquer en détail. On n'a pas de tuto sur ce problème-là. C'est un peu alors. Et c'est à prévoir. Ok. Très bien. Et très bien, Pierre-Aurélien, j'espère que tu auras ta réponse. Tu as trouvé ta réponse dans ces éléments-là. Il faut se dire qu'en fait, l'aquastop, c'est simplement une électrovanne avec un tuyau. Voilà, c'est ça, en fait, tout simplement. Donc, ça se teste comme une électrovanne. L'électrovanne, pour rappel, voilà, c'est entre 1 et 5 kilo. Déjà, il faut commencer par ça, déjà. Ok. Tester à l'aide du multimètre et on saura s'il fonctionne encore. Ouais. Très bien. J'ai une question de Bernard avec 7 votes. Alors, Bernard nous demande, il aimerait beaucoup, Cyril, que tu nous fasses une présentation des différents éléments en fait qu'il y a dans un lave-linge et dans un vaisselle. Est-ce que tu es chaud en 1 ou 2 minutes de nous expliquer Oui, bien sûr. C'est comment une les très éléments bonne, fonctionnent? c'est une très bonne question parce que c'est vrai que pour dépanner un appareil, il faut toujours savoir à peu près comment il fonctionne, en fait, les basiques. Savoir étape par étape, à peu près, qu'est-ce qui se passe dans un lave-linge quand vous démarrez votre programme. Donc, c'est vrai que on va le faire, c'est très important, c'est bien. Ok. Très bonne demande. Donc là, voici un lave-linge. Donc, une fois que vous avez mis votre linge dans votre tambour, donc que vous avez sélectionné donc un programme et appuyé sur départ, la première des choses qui va se passer, donc ça va être le verrouillage du hublot. Donc le verrouillage du hublot va être possible grâce donc à une serrure électromécanique comme ici. Donc votre hublot va être bloqué. Vous allez plus pouvoir l'ouvrir une fois que le programme a démarré. Donc ça, c'est un élément de sécurité. Une fois qu'on a fait le verrouillage de la serrure de porte, on va faire rentrer de l'eau dans la cuve. Donc cette prise d'eau va être possible donc grâce à l'électrovanne qui est ici. Ok. L'eau va rentrer ensuite à travers les tuyaux et va aller donc dans la boîte à produits pour entraîner donc la lessive. Donc après donc la lessive et l'eau donc va aller dans la cuve directement. Donc grâce à une durite qui va être située donc entre la boîte à produits et la cuve. Donc l'appareil va commencer à se remplir. Ok. Donc après donc la mesure de l'eau va être effectuée grâce à un pressostat qui va mesurer donc la quantité d'eau qui rentre dans l'appareil. Ok. Le pressostat qui est ici. Donc lui en fait c'est un capteur qui est généralement relié par une petite durite, un petit tuyau en fait qui est relié directement dans la cuve, qui va donner l'information du niveau d'eau à la carte électronique. Voilà. Après, une fois qu'on a atteint le bon niveau, le tambour va commencer à tourner. Voilà. Super. Il va commencer à tourner grâce donc, au moteur d'entraînement et grâce à la courroie. Voilà. Donc, le moteur commence à tourner. Il entraîne une courroie qui fait tourner donc, une poulie. Et donc, cette poulie-là donc, va être fixée donc, sur l'axe du tambour et va permettre donc la rotation.
Donc, une fois qu'on va commencer donc, à faire de la rotation, on va faire chauffer l'eau. Donc là, la résistance a disparu, mais parce qu'on l'a démonté avant. C'est ici. Là. Voilà, là. Donc, on va commencer à chauffer l'eau. Donc là, on vous montre voilà, une résistance démontée et une résistance qui n'est pas démontée. Donc, une résistance c'est comme ça. Donc, on va chauffer l'eau grâce à cette résistance. Et donc, bien sûr, on va contrôler l'eau chaude grâce à une sonde de température qui est ici. On va donc mesurer la température en fonction donc, de la température et du programme qu'on aura choisi. Et une fois qu'on aura atteint donc, cette température, là, on va commencer à attaquer donc, la phase de rinçage. Vous allez avoir 2 voire 3 rinçages. Hein. Donc, le rinçage, on va prendre une grande quantité d'eau et faire tourner le tambour avec des vitesses de rotation un peu plus rapides et avec aussi des phases d'essorage intermédiaires pour bien évacuer donc, le résidu d'eau savonneuse. Hein. Et donc, une fois qu'on aura fait cette phase-là, on fera un essorage final. On fera tourner le tambour très rapidement, hein, qui va permettre d'enlever le maximum d'humidité qu'il y aura dans le linge. Et après, on arrive quasiment au bout. Donc, on va redéverrouiller donc la serrure de porte pour pouvoir ouvrir le hublot et prendre son linge. Voilà. Grosso modo, ça se passe comme ça. Voilà. Assez facile. Je le sais pas si tu me l'as dit, hein, mais c'est un appareil dont la conception n'a pas beaucoup évolué depuis au moins 50 ans. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de réparation et d'auto-réparation de lave-linge. C'est parce que c'est quelque chose de hyper facile. Il y a quelques pièces et c'est très facile à comprendre. Et on fait des ateliers où on apprend aux enfants à réparer des lave-linges. Donc, c'est vraiment un appareil qui est très simple. J'ai oublié de parler de la pompe de vidange, c'est un élément essentiel qui va intervenir bien sûr pendant les phases de rinçage. Hein. Donc, vous allez avoir une prise d'eau, une vidange, une prise d'eau, une vidange, une prise d'eau, une vidange qui va être aussi grâce donc, à cette pompe. Hein. Donc là, on vous montre un ensemble. Hein. Donc, une pompe de vidange, c'est un petit moteur avec une petite turbine qui tourne assez rapidement qui va permettre d'évacuer l'eau à travers donc, le tuyau annelé gris qu'on voit au-dessus. Hein. L'eau va s'évacuer par là. Donc, elle arrive donc, par la grosse durite, le gros soufflet noir là, qu'on voit, hein, qui arrive de la cuve. Et ça ressort par le tuyau gris annelé. Okay. Cette pièce-là, en fait, c'est le tuyau de vidange hein, qui va ressortir à l'extérieur. On va s'évacuer après dans votre installation. Alors, donc ça, c'est un élément très important. Ok, génial. Eh bien, merci. Merci, ça a été hyper utile. J'ai une question qui va parler à tout le monde, je pense. C'est une question de Thierry qui a un problème de chaussettes. Mais où passent donc mes chaussettes? Pourquoi est-ce que je n'en retrouve qu'une seule sur les deux? Existe-t-il une trappe cachée dans mon lave-linge et comment je fais pour les retrouver? Alors, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est vérifier son filtre de vidange. Ça paraît vraiment bête, mais c'est le filtre de vidange. Après, il faut savoir autre chose, c'est que la chaussette, elle va passer, par où va passer la chaussette? Elle va passer entre donc, la manchette. Voilà, il faudra vérifier le fil déjà pour voir si elle n'est pas là, on ne sait jamais. Mais il faut savoir autre chose, c'est que en fait, la chaussette, c'est assez fin, et ça peut passer entre la manchette, voilà, Kevin, et donc entre le tambour et la cuve. Tu peux montrer l'espace qu'on voit un peu plus loin, tu vas voir. Voilà, ça passe par ici, une petite ouverture. En fait, entre le tambour et la cuve, il y a une petite ouverture et c'est par là que ça peut passer. Incroyable. Donc, il y a vraiment une réponse à ça, quoi. Voilà. Ça ne passe pas à travers les trous, hein. C'est impossible. Ça passe par là, l'espace que vous avez devant. Et donc, si ça passe par là, on peut la retrouver, en fait, sous la grosse durite. J'appelle ça une espèce de soufflet, hein, ce soufflet noir. Il faut aller vérifier entre la pompe de vidange et la cuve. Et là, on récupère plein de choses à l'intérieur. Des pièces de monnaie, des chaussettes, tout un tas de choses. C'est facile, ça, à déclipser? Alors oui, généralement, c'est des collets qui se démontent assez facilement à l'aide de pinces. Il suffit de les desserrer et ça sort assez facilement. Okay. Alors, là, il faudra bien sûr enlever la façade de l'appareil ou accéder par-dessous si c'est possible d'accéder par-dessous. Ok, génial. Bah, merci pour ta question, Thierry. Ça m'a aussi permis de résoudre un problème.
Alors, on a une question de Sylvain qui demande, C'est bon. on m'a dit que les charbons moteurs étaient usés. Cela signifie et que cela signifiait l'usure globale de l'appareil, que l'usure globale de l'appareil était forte. Est-ce que tout allait lâcher progressivement ou est-ce que c'était une fake news? Comment est-ce qu'il doit gérer cette info? Alors, non, non, pas du tout. Alors, effectivement, des charbons qui sont usés sur un lave-linge, c'est quand même signe que l'appareil il tourne quand même beaucoup. Normalement, les charbons ils sont censés faire la durée de vie de l'appareil, normalement. Mais si les Ok. charbons ils sont usés, c'est parce que peut-être que il fait beaucoup de machines et que voilà, les charbons sont usés. Mais c'est alors là-dessus, on n'aura pas de charbon parce que vous avez les moteurs sans charbon. Je vois pas bien là-dessus. Je sais pas si on pourra les montrer. Mais en tout cas, donc les charbons moteurs, effectivement, s'ils sont usés, on peut tout à fait les remplacer. Hein. Ça ne veut pas dire que l'appareil est mort. Donc les charbons, en fait, ils sont sur le moteur, ils vont permettre l'alimentation du collecteur moteur pour faire tourner le moteur. Et donc, non, ça veut dire en fait que oui, que l'appareil a beaucoup tourné, mais le charbon, ça se remplace. Et une fois qu'on a changé les charbons, c'est reparti. Alors, une chose qu'il faudra quand même contrôler, hein, donc les charbons, donc voilà, c'est deux espèces de tiges comme ça, qui font 4-5 cm. Hein. Il faudra quand même vérifier qu'ils ont la même usure. Parce que s'ils ont une usure inégale, ça peut être le signe que le moteur est fatigué lui aussi. Et si Ok. l'usure est normale, il suffit qu'il remplace ses charbons et son lave-linge est reparti. Bien sûr, il faudra quand même contrôler les éléments d'usure qu'il y a sur le lave-linge, donc les amortisseurs, les joints, etc. Faire un petit tour quand même, voir s'il y a rien d'autre. Mais voilà, c'est des charbons, ça se passe et souvent ça repart. Hein. Ok. Usure des charbons ne signifie pas mort de la machine, quoi. C'est ok. Donc, d'une part, ça peut se changer. D'une autre part, en plus, les charbons, ça coûte vraiment pas cher. Généralement, ça se vend en paire. Donc, Ouais. on vend par deux. Et je sais pas, c'est moins de 10 euros, non, des charbons. Oui, c'est une dizaine d'euros, c'est vraiment pas cher les charbons. Ça. Donc, vraiment, si tu as un problème de charbon, Sylvain, insiste un peu. Ça vaut le coup pour 10 euros. La machine peut être comme neuve. Ok, génial. Euh, alors, une question de Raphaël. Euh, Raphaël a des couverts qui sortent avec des traces de rouille. Donc, on repart sur le lave-vaisselle. Ouais. Euh, D'où est-ce que la rouille peut provenir? Est-ce que ça vient d'un mauvais lavage? Est-ce que... Alors déjà, il faut qu'il vérifie si son pot à sel est bien fermé, s'il n'y a pas un problème d'étanchéité au niveau du couvercle à sel, parce que le sel attaque, il peut même attaquer la cuve et faire des trous dans la cuve. Hein. Ok, Donc il faut qu'il vérifie. Donc ça déjà, c'est un peu un premier élément. ok, Mais après, donc s'il a des problèmes au niveau des rouilles sur ses couverts, ça peut être tout simplement, il faut qu'il vérifie si c'est sur une gamme de ses couverts qu'il a cette rouille-là ou si c'est vraiment comment dire, sur tous ses couverts. Parce qu'en fait, il peut y avoir des problèmes aussi de qualité au niveau de ses couverts, des petites aspérités sur le couvert qui fait que l'eau arrive quand même à. Des fois, vous avez des inox qui sont de mauvaise qualité, vous avez de l'eau qui arrive à passer comme à travers. Ça peut arriver que ça roule aussi. ok, Ça peut être ça. Après, ça peut être aussi du surdosage. S'il y a un produit qui est un peu trop fort, ça peut endommager le couvert et faire de la rouille aussi. ok, très clair. Bon, bah, ok. Moi aussi, je vérifierai que mon pot à sel soit bien vissé. C'est une bonne astuce. Merci beaucoup, Cyril. Ta réponse vraiment à tout. Alors, bon, j'ai une personne qui s'appelle Étienne Perron qui nous demande comment trouver les schémas de nos appareils. Vous êtes plusieurs personnes à nous le demander, là, durant ce webinaire, mais aussi pendant toutes les étapes du Repair Tour de France. Donc, j'en profite pour répéter que vous pouvez aller sur le forum, l'atelier de Spareka. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez aussi nous poser des questions. Comment est-ce qu'ils peuvent nous joindre, sinon nos consommateurs préférés, le forum, les réseaux sociaux, et puis aussi répondre aux newsletters. Il y a plein de façons de nous joindre. Vous nous demandez les schémas des appareils et on vous les envoie sans aucun problème. On veut vraiment lutter contre l'obsolescence programmée et on est à vos côtés pour justement vous accompagner. Et puis, c'est déjà une première étape d'avoir un schéma. Donc, vous n'hésitez pas à nous solliciter. On vous envoie tous ces schémas gratuitement, tous ceux qu'on a en tout cas. On vous les partage avec plaisir.
Alors, j'ai une question, Cyril, de Val, qui dit: ma machine à laver fait depuis quelque temps un bruit de décollage d'avion. Allez, Alors ça, c'est un grand classique. comment est-ce qu'il peut réparer ça? Un bruit d'éclage d'avion, c'est les roulements. Je suis plus loin. C'est les roulements du tambour. Comme je vous disais, donc, Le roulement du tambour, ok. là, vous avez donc l'axe du tambour qui est fixé en fait sur le appui et ce qui permet de faire tourner le tambour, c'est que l'axe est un roulement à billes avec de la graisse à l'intérieur et des billes. Et donc, bien sûr, ce roulement, il n'est pas dans l'eau, comment dire, il est sec et il est protégé grâce à un joint, en fait, un joint de cuve. Ok. Donc, quand le joint est mis au niveau de la cuve, l'eau arrive à pénétrer dans le roulement et c'est ça qui l'use et après il est sec, il fait du bruit. Quand ça va tourner à l'estorage, ça fait un bruit d'avion qui décolle. Il y a de fortes chances que ça vienne des roulements. Ce qu'elle peut faire pour être sûre, c'est qu'elle peut enlever la courroie et faire tourner le tambour très vite à la main. Ça fait du bruit, elle lance le tambour à la main, ça fait du bruit. Là, c'est sûr, on est sur un problème de roulement. Donc les roulements, ça peut également se remplacer. C'est plus ou moins facile en fonction du modèle là, mais ça peut se faire. Hein. Ça peut se faire. Ok. Ok, génial. Donc faire une vérification en enlevant sa courroie, faire tourner son moteur. En fait, ça, le fait d'enlever la courroie, ça va permettre d'isoler le bruit. C'est-à-dire qu'au moins, si on enlève la courroie, on est sûr que le bruit ne vient pas du moteur. Ouais, ok. On met sa main dans le tambour directement, avec le petit tambour, on sait, et on fait tourner le tambour très vite à la main. Et si ça fait du bruit, c'est le mouvement. Ok. Ok, entendu. Et je me trompe, ou roulement et charbon, c'est pareil? Non, c'est pas du tout pareil. C'est pas pareil. Ok, c'est moi qui me trompe. Et les roulements, ça coûte combien? En fait, le roulement lui-même, c'est pas. Moi, j'ai pas précisé, ça dépend des modèles. Un roulement lui-même, c'est pas très cher. Ok. Voilà. Le plus embêtant pour ce type de panne, c'est plutôt le temps de réparation. Ça peut être assez long de changer les roulements sur une machine. C'est une grosse pièce. Ça peut être très cher. Il faut quand même, suivant les modèles, il faut être deux et ça peut durer quelques heures à faire. Ok, donc très économique, mais il faut un peu se retrousser les manches, quoi. Voilà, il y a un peu de main-d'œuvre. Ok. Bon, bah maintenant tu le sais, Val. Alors, je prends la question de Caroline qui nous dit: j'ai l'impression que l'eau de mon lave-linge n'a pas chauffé. Quelle que soit la température que je sélectionne, comment est-ce que je peux vérifier que l'eau est bien chaude? Et dans le cas échéant, comment est-ce que je pourrais réparer Alors, très simple. Si c'est un appareil frontal, bien sûr. Il faut qu'elle lance un programme à très haute température, donc elle choisit le programme du chaud. Généralement, c'est 90 ou 95 degrés. Hein, un programme. Elle attend une bonne demi-heure et elle touche le hublot pour voir si c'est chaud. À 90 degrés, elle va sentir tout de suite si ça chauffe. Après, donc, si elle ne détecte pas de température, il faudra aller contrôler la résistance de chauffage. On a tout ça. Donc, une résistance de chauffage, il faut tester, donc, bien sûr, appareil débranché. Donc, en règle générale, la plupart du temps, donc, la résistance c'est à l'arrière de l'appareil, sur une colle y accéder, et en bas de la cuve. Il faudra qu'elle démonte, qu'elle enlève les cosses qui sont branchées donc, sur la résistance. Et après, qu'elle mesure pour voir si elle a bien une valeur ohmique. Donc, généralement, une résistance, on va dire, c'est une trentaine d'ohms au niveau du calibre. Il faudra qu'elle choisisse un calibre d'environ 200 ohms, hein, suivant le multimètre. Ok. Comme le fait Kevin parfaitement bien, là, il est en train de vous montrer une résistance qui est bonne. Donc, on a 27 ohms. Donc, ça indique que la résistance n'est pas coupée. Donc, elle est en bonne. Elle fonctionne bien. Donc après, si elle a encore des problèmes de chauffage, après il faudra remonter un peu plus loin et là il faudra peut-être un schéma pour savoir comment la résistance est augmentée, peut-être un problème de son, de thermostat ou des choses comme ça. Voilà. Ok, première étape, Valérie, donc tu touches ton hublot pour voir si vraiment l'eau est chaude ou pas. Ça va apparemment être assez déterminant. Et puis, si c'est un problème de résistance, venir la tester avec un multimètre. C'est quelque chose de super facile. C'est vraiment super facile. C'est ce que nous, on fait passer en épreuve d'entretien d'embauche
à tous les collaborateurs qui viennent bosser avec nous, on les fait tester la résistance du lave-linge là dans nos locaux. Donc, c'est quelque chose qui se fait en 5 minutes. Et puis, on trouve le tutoriel sur notre chaîne YouTube et sur le site de l'ADEME, longuevieauxobjets.gouv.fr. Vous allez aussi trouver ce tuto-là sur comment vérifier une résistance. Il nous reste 10 minutes. Donc, ce que je propose, c'est de faire une seconde petite pause. Cyril, je te repose des questions dans environ 5 minutes. Donc, reprends ton souffle. Moi, en attendant, je vais vous parler rapidement de notre Repair Tour de France. Donc, c'est un projet qu'on accomplit chez Spareka depuis 3 ans. Et cette année, c'est la première année où on est soutenu par le ministère de la Transition écologique et par l'ADEME. Et du coup, c'est dans le cadre, comme je vous l'ai déjà dit, d'une campagne qui s'appelle Longue vie aux objets. Et en fait, le Tour de France, c'est comme un Tour de France de la réparation. Et habituellement, en fait, on propose des ateliers gratuits dans toutes les villes de France. Donc, on était par exemple à Bordeaux, à Lille, à Marseille. Et là, depuis mars, on a arrêté les Repair Tour de France en physique. Donc, c'est pourquoi on a des sessions de réparation comme celle-ci. Là, la prochaine étape du tour, elle se passe à Caen le 30 septembre. Donc, on est super content de recommencer ces ateliers en présentiel. Et du coup, c'est une démarche qui est solidaire, qui est pédagogique. Et notre objectif, c'est de montrer à tout le monde que c'est facile, que c'est possible de réparer au lieu de jeter. Et du coup, on s'installe sur la place principale du village avec notre boîte à outils et les habitants qui sont prévenus à l'avance amènent leurs appareils gratuitement. On les ouvre, on aide à réparer, etc. On convie du coup l'association Emmaüs, l'association Envie. On propose aussi au Repair Café de la région de venir avec nous pour faire des ateliers, un atelier en fait où tout le monde se retrouve pour réparer. Voilà. Et pour transmettre du coup cette envie d'allonger la durée de vie des appareils. Donc notre but, c'est vraiment la sensibilisation et du coup la réduction de notre impact environnemental. Donc les informations concernant ce Repair Tour de France, vous pouvez les trouver sur le site longuevieauxobjets.gouv.fr. Donc sur ce site-là, vous avez notre carte en fait avec les dates et les villes. Donc pour voir si on va bientôt passer dans votre village ou votre ville, vous pouvez aller voir sur le site. Et puis, vous pouvez aussi nous faire des propositions sur les réseaux sociaux et nous faire des appels en nous disant Spareka, venez dans ma ville. Et puis, nous, du coup, c'est un tour qu'on va continuer encore pendant de longues années. Donc, on peut éventuellement passer vous voir. Voilà. Cyril, est-ce que tu es chaud pour reprendre une petite série de questions? Toujours, toujours. Ok, génial. Alors, on a une question de Christophe qui nous dit « Pouvez-vous conseiller de réaliser nous-mêmes nos propres produits liquides vaisselle et lessive ?» Bonne question. Ouais, les produits lessivels pour le lave-linge ou la vaisselle, là, je vais pas. Les deux. Alors, c'est vrai que c'est plutôt moi qui me dis. Après, non, enfin, il n'y a pas de contre-indication. Après, du moment que le consommateur il a des bons résultats de lavage avec ses produits, moi, je suis pas contre. Si ça marche bien comme ça, il n'y a pas de problème. Après, il faut faire bien sûr attention au dosage, pas en mettre trop. Mais ça peut être pas mal s'il se fait lui-même, ça peut être déjà plus moins de produits chimiques. S'il a des bons résultats de lavage, pourquoi pas. Il n'y a pas de contre-indication. Hein, sur le blog de Spareka, on a plein de recettes, à la fois do it yourself de cosmétiques, à la fois de produits ménagers, dont le produit vaisselle et le produit lessive. Et du coup, c'est composé de bicarbonate, c'est composé d'huile essentielle, de différents éléments en fait qui sont pas très chers. Donc, vous pouvez faire des litres et des litres de liquide vaisselle ou de liquide de lessive en fait, nettoyant de façon écologique, vous-même, donc c'est ludique. Et puis, vous savez ce que vous mettez dedans, donc c'est pas corrosif, c'est pas toxique. Et voilà, il faut simplement suivre les bonnes recettes, mais c'est à la portée de tout le monde.
C'est même plutôt un bon move. Ouais, ouais. Ensuite, une question de Benoît qui est un peu… je ne sais pas s'il y aura une réponse magique, mais il pose une question magique qui dit existe-t-il un remède généraliste pour réparer les pannes les plus fréquentes sur les appareils? Donc, en gros, quand on a une panne, que ce soit sur un four, un lave-vaisselle ou un lave-linge, c'est quoi les 3 premières étapes de vérification un peu que tu donnerais de façon générale? Après, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, tout ce qui n'a pas besoin d'outils pour, comment dire, quand vous n'avez pas besoin d'outils en fait pour vérifier une pompe de vidange, Ouais. c'est la première chose. Par exemple, sur le lave-linge, c'est la pompe de vidange qu'il va falloir contrôler tout simplement. C'est la première étape. Après, non, j'ai pas de remède, remède miracle malheureusement. Mais moi, sur un lave-linge, je commencerai par ça, par vérifier la pompe de vidange. Et éventuellement, après, donc, le filtre d'arrivée d'eau qu'il peut y avoir aussi sur le tuyau d'arrivée d'eau. Parce que ça ne nécessite pas beaucoup d'outils. Voilà, Okay. Il faut travailler vraiment autour de l'appareil, sans forcément tout démonter. Et il faut commencer par ça, déjà. Mais après, ça… C'est vrai qu'après, ça dépend aussi des appareils et des symptômes. Voilà, ouais, c'est Vraiment de solutions miracles générales. On a une question de Marc qui est assez intéressante. Donc, ce n'est pas une question technique, mais Marc nous demande est-ce qu'il y a vraiment des marques pour lesquelles le nombre de pannes est moindre? Donc, est-ce que vous conseillez des marques de lave-linge ou de lave-vaisselle? Moi, je sais pas. Je sais pas quelle est la marque la plus fiable. Et tous les appareils, vous prenez un appareil avec une marque renommée ou pas renommée, vous aurez toujours n'importe quel appareil peut tomber en panne. Hein. C'est comme dans l'automobile, en fait, la panne, ça peut survenir à n'importe quel moment et puis sur n'importe quel type d'appareil. On peut, marque, on peut peut-être dire que quand même les appareils qui sont avec des prix de plus en plus bas sont des appareils qui sont généralement de qualité moindre ou en tout cas un petit peu moins réparables. Mais encore que ça dépend. Pas forcément. Ouais, on ne peut pas faire vraiment de généralité. Appareil dans une gamme qu'on ne va pas payer bien cher. Il y aura peut-être moins d'éléments dans un appareil qui va être haut de gamme, où il va y avoir beaucoup de choses à l'intérieur. S'il y a plus de choses à l'intérieur, il y a plus de possibilités de panne, entre guillemets. Voilà, donc ça veut rien dire, en fait. On l'a vu dans notre indice de réparabilité, un appareil à 300 €, on peut plus en panne qu'un appareil plus cher. Hein, ça veut rien dire. C'est vrai. Et bientôt, Marc, il va y avoir du coup un indice de réparabilité qui est une nouvelle mesure qui fait partie de la loi anti-gaspillage qui a été promulguée là en février dernier. Donc cette nouvelle mesure gouvernementale, c'est un indice, donc c'est un macaron, une note qui va être apposée sur tous les produits électriques et électroniques en rayon obligatoirement. Donc c'est le fabricant qui va calculer sa note de réparabilité, donc son indice, et qui va le calculer selon des grilles qui sont obligatoires, qui ont été construites pendant ces 2 dernières années, auxquelles on a participé. Et on va prendre en compte, ces grilles prennent en compte, par exemple, le prix des pièces détachées, la durée de disponibilité de ces pièces détachées. Ça va prendre en compte la démontabilité de l'appareil. Combien faut-il d'étapes pour démonter? Ça va prendre aussi en compte est-ce que le fabricant met à disposition des services qui vont aider le consommateur à réparer plutôt que remplacer. Et du coup, il va y avoir une note bientôt sur chacun de nos appareils. Donc, d'abord, les lave-linges, les tondeuses, les smartphones, les ordinateurs et dernière catégorie. J'ai un trou. Mais voilà, sur 5 catégories d'appareils et c'est officiel à partir de janvier 2021.
Donc, c'est une grande nouveauté et ça va nous aider beaucoup à choisir notre appareil en toute transparence en sachant si un appareil est réparable ou non. Voilà, ce qui pourrait nous aider. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de pannes, ça veut dire que l'appareil sera plus réparable. Ensuite, on va prendre une dernière question parce qu'il est 18h pile. Cyril, tu es chaud pour ta dernière question? Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, c'est une question de Valérie qui nous dit mon lave-linge fuit et ça n'a pas l'air d'être lié au filtre. Comment trouver et réparer cette fuite d'eau? Une fuite d'eau, c'est vraiment de l'observation. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de démonter donc, le couvercle du dessus de l'appareil et de le. Attention, l'appareil sera sous tension, mais de le faire fonctionner comme ça et d'observer pas de l'eau couler du riz, de tout un tas de choses. Avec une lampe de poche, pour regarder les bons éléments. Après, il faut savoir qu'on part souvent du filtre de vidange, mais ce n'est pas le filtre de vidange qui fuit, ça peut être également au niveau de la manchette, du joint de voiture, peut être tout simplement usé ou déchiré. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut contrôler. Ce que je faisais quand j'étais technicien, c'est que je regardais la manchette, au niveau de la lèvre notamment, voir s'il n'y a pas une coupure ou déchiré. Ok. Ça, il faut bien l'ouvrir, voir si ça va passer. Donc après, il faut l'ouvrir, il faut aller mettre sa main, en fait, il faut démancher l'appareil et mettre sa main sous la paume de vidange pour voir s'il n'y a pas des traces d'humidité. Au niveau également de la grosse durite là qu'on a de souffler, la presser en fait, pour voir s'il n'y a pas de boue qui sort, si c'est pas percé. Voilà, donc, de toute façon, il faut commencer par de l'observation. Ce qu'elle peut faire, c'est se mettre en mode de faire un rinçage, parce qu'en rinçage, on va prendre le plus tout. C'est là qu'elle a le plus de chances de trouver sa fuite d'eau. Ok. Regardez. Ok, donc Valérie, après ton prochain lavage, débranche ton appareil, ouvre-le et regarde en essayant de toucher les différents composants là où ça peut être mouillé. Voilà, et petite astuce aussi super importante, ça vient souvent de l'installation, les fuites d'eau sur les appareils électroménagers, on n'y pense pas souvent. Vous pouvez avoir aussi un refoulement au niveau de l'installation. Donc ça, il faut contrôler ça, il faut prendre de l'eau à son lave-linge, elle fait une vidange, on regarde au niveau du système d'évacuation qui refoule. Parce que ça arrive. Au niveau du tuyau d'évacuation d'eau. Voilà, au niveau de l'installation. Au niveau de l'installation, ok. Dans un siphon qui permet d'évacuer l'eau. Il faut contrôler quand l'eau est évacuée, quand la vidange se fait, l'eau ne refoule pas en fait, par ce siphon d'évacuation. Ça, c'est un classique. Ok. Génial. Bon, eh bien, on va devoir se quitter. C'est génial parce qu'on a été environ 130, on a été 130 aujourd'hui connectés simultanément, donc on est super content que vous ayez tous été au rendez-vous. Donc, même s'il reste pas mal de questions, Étienne va s'occuper de les copier-coller dans le forum. Donc, on répondra à toutes les questions dans le forum, l'atelier de Spareka. En attendant, vous pouvez vous appuyer sur tous nos tutos de réparation, soit sur le site longuevideosobjets.gouv.fr, soit sur notre chaîne YouTube Spareka. On peut aussi vous aider grâce à nos diagnostics de panne gratuits qui sont aussi disponibles sur le site de l'ADEME et sur notre chaîne YouTube. Et on peut aussi, j'espère qu'en fait, on vous rencontrera durant les différentes étapes du Repair Tour. Faites-nous des propositions, dites-nous de venir dans votre ville. Et puis, posez-nous toutes vos questions sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur les différents réseaux, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook. On peut vous répondre. Voilà, merci encore. Merci de nous avoir transmis vos questions à l'avance. Pour ceux qui l'ont fait, merci d'être restés avec nous pendant 1 heure. Merci d'avoir répondu à cette invitation. On a été super heureux d'être avec vous. On reste à vos côtés, à distance, et puis on se retrouve rapidement, soit en visio, soit pendant un nouvel atelier. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous et à très vite pour réparer. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.